Je suis à Saint-Urbain, dans Charlevoix, et je m'en vais à la rencontre de Damien Girard. On découvre les secrets de fabrication derrière le jambon séché des viandes biologiques de Charlevoix. Hey, on va y aller de l'autre sens, c'est le soleil. Soleil, oui. Faut que je pense à ça. Ça bouillonne, ça fourmille là, ici, Ouais. là, ça travaille. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ici aux viandes? Bien, tu vois, en fait, on est à compléter notre nouveau comptoir de vente qui va s'appeler La Grange. Ça, c'est la grange familiale qui est sur l'étiquette de tous nos produits, que les gens probablement voient chaque jour quand ils achètent nos produits. Donc, nous, on l'a complètement déconstruite. Elle était sur le chemin Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, puis on l'a ramenée ici, pièce par pièce. On a remonté. C'est exactement la même copie, mais évidemment avec une structure moderne, parce qu'on s'entend, il y a des poutres que je reconnais qui étaient à l'intérieur, que les vaches mangeaient parce qu'il y avait hâte de sortir dehors au pâturage. Il y en a qui sont grugés par des animaux. On les a replacés à leur place. Quand j'en parle, je deviens un peu ému parce que c'est des souvenirs incroyables. J'ai eu une jeunesse extraordinaire avec mes parents à faire de l'agriculture très modeste, mais ça me touchait. Je voulais vraiment la récupérer. Puis c'est le cadeau que je m'offre en 2026. Bien, c'est un beau cadeau, mais en même temps, ça fait un effet wow, là. C'est la meilleure façon. Absolument. Entre. Merci. On a mis des images de l'agriculture des années 30. En fait, ici, il y a une cabane à sucre de Petite-Rivière-Saint-François. Là, en fait, c'est des vaches de la ferme Trudel de Saint-Irénée en 1929. Tu as ici un monsieur qui sort du bois avec son cheval à Saint-Urbain, dans le Rhin Saint-Jean-Baptiste. Tu vois les grands jardins en haut, le parc, là? Est-ce que c'est une des poutres dont tu me parlais? C'est toutes les poutres qu'on a récupérées de la grange initiale. Wow. Fait que tu vois, c'est des poutres qui ont été taillées à la main, à la hache. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas de moulin ici. On a récupéré aussi mon grand-père avait des jougs, en fait, pour atteler les bœufs. Tu vois le rond qui est où le globe, là, en fait, c'était dans le cou du bœuf. C'était pour atteler des bœufs, puis l'anneau du centre en métal servait à atteler l'équipement qui se tirait. Ça pouvait être une charrue, ça pouvait être une charrette à foin. On a le portrait ancien des années 30 et on va remettre vis-à-vis la version moderne de l'agriculture, c'est-à-dire notre culture qu'on fait aujourd'hui. On veut vraiment que le jambon devienne le roi de la place, et du côté route et du côté salle. Ça va être vraiment notre pièce maîtresse. Mm-hmm. On a un petit rond aussi là, où les gens vont pouvoir sentir l'odeur des jambons. Fait que ça, le jambon pour nous, c'est vraiment notre charcuterie qui est la plus noble pour nous, qui goûte le plus notre cochon parce qu'il n'y a pas d'épices, il n'y a rien, c'est du sel, ouais. un cochon, point final. On est dans Charlevoix d'Hyparment, là, sincèrement. En fait, tu sais, c'est un peu ça qu'on voulait recréer parce que moi, tu sais, j'ai appris à faire la charcuterie en Europe, j'ai voyagé beaucoup en Espagne, en Italie, au Pays Basque, un peu partout. Pierre Oteiza, c'est un de mes amis, il fait un jambon extraordinaire. Puis le jambon était toujours mis de l'avant, les salles étaient toujours ouvertes, les gens pouvaient visiter, voir. Puis ça donne le goût d'en manger, ça donne le goût d'en acheter, puis ça fait aussi comprendre le processus, parce que le processus de fabriquer un jambon, c'est très simple, hein, c'est un salage, point final. Bien, on peut aller voir ce qui se passe en ce moment de ce côté-là? Oui, on va à la ferme. Êtes-vous étourdi? On va être mieux ici. Ici, bien, c'est une salle un peu plus tempérée. C'est juste pour te faire voir les jambons, surtout l'odeur. Juste te faire sentir l'odeur. Oh my God! Ici, on a 3500 jambons. Puis on va pouvoir en mettre 1000 dans la nouvelle partie. Explique-moi ce qu'on voit, Damien. Bien, ici, c'est un jambon, lui, qui a été produit, vois-tu, le 27 juin 2025. OK? Donc, il n'est pas encore prêt. Il y a un an, il y a 12 mois. Fait que quand il a perdu environ 30 de son poids, on va le paner avec du gras de porc et puis de la farine de riz parce qu'on est sans gluten. Ça va permettre de réhydrater la surface du jambon parce qu'elle devient sec avant. Et ça va aussi permettre qu'il s'affine puis qu'il se déshydrate lentement. Fait que ça fait comme un baume sur la partie blessée parce qu'on a ouvert la cuisse. Ça, c'est l'os de la hanche qu'on voit ici, ça. Quand il devient sec, là, la partie ici la plus dure à sécher, c'est elle, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Quand il commence à creuser comme ça, on sent que le jambon commence à être prêt. Quand il est frais, la partie est bombée, mais quand ça commence à être séché, c'est bien. Fait que c'est une question d'odeur, c'est une question visuelle, c'est une question de tâter. Ouais. C'est vraiment un art artisanal. Ouais. Bien, à la fin, avant de le désosser, on a un os de cheval qui est très poreux.
c'est un os du tibia de cheval. On l'entre ici à 2 endroits. On l'entre ici pour aller voir l'os là, ici c'est bien. Puis on l'entre ici dans le côté pour aller rejoindre l'autre os. On retire l'os, puis on sent. Ça sent le bonheur. Si c'est pas bon, ça sent le yob. Fait que, mais on n'en jette jamais, mais ça peut arriver des fois qu'il y en a un qui soit pas bon. Fait qu'avant de mettre du travail dessus, parce que quand on le désose, c'est quand même assez long, il faut ouvrir la partie ici, on sectionne ça ici, on décolle la couenne, on prend une gouge, on va dégager l'os ici, puis on ressort l'os comme ça. Après, on recoue avec une corde et on met dans une presse pour être capable de trancher de cette façon-là. Ça veut dire qu'on tranche à l'inverse des fibres de la viande. Quand on le découpe au couteau, c'est l'inverse. On le tranche dans le sens des fibres de la viande. C'est pour ça que quand on tranche au couteau, il ne faut jamais faire une tranche longue, très mince et très courte pour briser la fibre. Il y a un couteau spécial pour trancher le jambon. On dit toujours on fait une tranche, la largeur du couteau, c'est à environ 2 cm. Si on dépasse ça, la fibre est plus longue, puis en bouche, c'est moins agréable. Okay. Tandis que quand on fait une chiffonnade avec un slicer, un trancheur, bien là, on est à l'inverse de la fibre, bien là, ça se démange facilement. Mais la tranche au couteau est la plus intéressante, je vais te dire pourquoi, parce que dans le jambon, il y a beaucoup de saveurs et d'huile essentielle qu'on perd une fois qu'elle est tranchée. Ça reste sur le jambon 15 minutes, 20 minutes. Mais si tu mets un jambon prosciutto sous vide ou quoi que ce soit, tu le tues. Parce que, évidemment, nous, on n'a pas le choix pour le commercialiser, on a le droit d'en mettre sous vide. Mais ça n'a rien à voir avec un tranchage au couteau, température pièce, avec un bon trancheur, tu dégustes ça, c'est un autre monde, c'est wow! Puis, dans la salle là-bas, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'on va mettre les jambons, mais on a décidé de garder la pâte entière. Ça fait plus européen. Là, il y a quand même du soleil, il y a quand même une certaine chaleur. Comment est-ce que vous allez maîtriser tout ça? Bien, en fait, contrairement en Europe, où ce qui faisait le jambon avec les saisons, en fait, le jambon séché s'est développé comme ça. Mais nous, en fait, évidemment, c'est des atmosphères contrôlées. Donc là-bas, oui, il y a beaucoup de fenêtres, mais on a une ventilation, réfrigération, déshumidification. Tout est contrôlé par ordinateur. C'est quelque chose d'innovant. Oui. Bien, en fait, le MAPAC, ce qu'il nous demande, c'est dès qu'on respecte les barèmes de production, avec des salles contrôlées, il n'y a pas d'enjeu. Mais évidemment, derrière tout ça, il y a des analyses, etc., etc. Ouais. Ce qui est le contraire de ce qui se fait en France ou en Italie. Ici, on exige beaucoup de données dans le but de faire ce genre de travail-là. Est-ce que c'est pas un frein à la créativité un peu aussi? Bien, quelque part, oui, ça peut être un frein, mais tu sais, je veux dire, ça empêche aussi que n'importe qui fasse n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau de faire des saucissons dans son frigo, mais si tu prends pas ton pH, si tu fais pas analyser pour tes pathogènes, bien, tu cours un danger, tu sais, parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une viande, parce qu'il faut bien comprendre, des viandes séchées, c'est pas des viandes cuites. On n'a aucun contrôle de tuer les pathogènes s'ils sont présents au départ. Fait que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de pathogènes au départ ou le moins possible, puis c'est de les contrôler tout le long du processus pour pas qu'ils se développent, leur donner des conditions de développement intéressantes. Fait que nous, on a appris à la dure, on a déjà eu des rappels, mais tu sais, maintenant, on maîtrise bien, on a une contrôleuse qualité, on est ACEP, on fait des analyses à chaque semaine bactériologiques et pour les pathogènes. Fait que là, on dort tranquille. Tu vois bien ceux-là, le gars, comment ils sont secs, là? Oui. Quand il y a une loupe comme ça veut dire qu'ils sont prêts. Puis le champignon qui vient coloniser ici, ça, c'est le roqueforti, que lui, il nous aide à déshydrater le prosciutto. Mais le problème, c'est que visuellement, c'est moins intéressant parce qu'on pense toujours que c'est une moisissure. Mais c'est le roqueforti, c'est le même champignon qui est dans le bleu. Et comme on ne connaît pas beaucoup la charcuterie au Québec, c'est important d'avoir un produit qui ne va pas éveiller un soupçon de quelconque alors que c'est totalement normal. Parce que, je vais te donner juste un exemple. Nous, notre saucisson nature, noisette, on met un champignon blanc dessus, qui est le Pelicillium candidum, qui est le même champignon que le camembert. Quand on avait le roqueforti, il venait faire des taches vertes et noires sur mes saucissons blancs. Donc, les clients nous appelaient « Est-ce qu'il est encore bon? Il y a des moisissures. » Puis c'est normal, parce que quand on a une moisissure dans le frigo, les gens ils disent « Ah, c'est plus bon, mais ça à la poubelle. » Tout à fait. Mais dans le saucisson, c'est vivant, c'est complètement différent. Mais on devait se battre continuellement contre
nos consommateurs pour leur expliquer que non, il n'y a pas de danger. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté. Là, on le contrôle, mais ce fameux champignon est encore bien présent dans notre milieu. Bien, il est et important. on l'adore, Ouais. on l'adore, Absolument. mais il faut le contrôler. Oui, et il faut le comprendre. C'est faut comme la l'expliquer. boisson, j'adore le gin, mais il faut que je me contrôle. Là, on s'en va où? On s'en va à la ferme. Ça a été quoi le constat de faire ce grand changement-là, justement, dans un contexte où on a à convaincre encore beaucoup les consommateurs que la culture biologique, les valeurs de la production durable. Quand on regarde tout ce qu'il y a derrière, puis tout ce qu'on fait, puis en fait, la concentration des animaux dans les élevages aussi, tu vas le voir tout à l'heure dans la porcherie. Avec une surface comme ça, on pourrait faire dans le conventionnel probablement 2 à 3 fois plus de cochons. Mais nous, en fait, on doit mettre plus d'espace par part, on doit être sur litière. Donc, les cochons doivent avoir un espace en mètres carrés beaucoup plus important. Mais il faut bien comprendre que l'industrie a demandé un prix de porc le moins cher possible parce qu'il n'y a pas de contingent dans le porc. Donc, les éleveurs doivent être très, très performants. Fait que c'est pas tout le monde qui peut revenir en arrière et faire moi ce que je fais. Parce que moi, si je ferais ça, mais je le commercialiserais pas, bien, probablement que je serais fermé demain matin parce que je serais pas capable de mettre de valeur ajoutée sur mon cochon. Mais là, évidemment, bon, en le transformant, j'amène une valeur ajoutée qui fait en sorte que mon coût de production d'élevage est beaucoup plus élevé. Mais cette valeur ajoutée-là, lorsque je transforme, je la récupère. Fait que quand tu combines les deux entreprises ensemble, c'est viable. Mais tu comprends que c'est un modèle qui est très peu répandu parce que, bon, effectivement, les coûts de production sont élevés, mais c'est un modèle qui ne peut pas être élargi, je te dirais, à la grandeur de la province. C'est des modèles qui doivent rester, selon moi, à moyenne et petite échelle pour bien performer. Parce que si tu t'envoies dans une grande aventure, bien là, en fait, les marchés vont te limiter parce que c'est pas tout le monde qui va acheter du porc 2 fois le prix à l'épicerie, en frais. Ça a été très épuré dans les dernières années, la production porcine, parce qu'il y a eu un creux économique au niveau du prix important. Il y a eu une baisse du cheptel, mais là, la demande est très belle. Puis depuis 1 an et demi, les producteurs bénéficient d'un prix juste pour leur coût de production. Fait que là, les producteurs, ils investissent beaucoup, ils investissent dans des... il y a des nouvelles normes pour les maternités où les truies doivent plus être en cage pour la gestation. Fait que les gens sont en train de se mettre aux normes. Mais pour te mettre aux normes, il faut que tu fasses des sous. Si tu fais pas de sous, tu n'es pas capable de te mettre aux normes. Je m'excuse, Voilà. là. Mais la roue, c'est ça. Bien, c'est ça. Roue. Mais là, ils ont un juste prix. Les gars, je pense qu'ils ont un peu plus le sourire. Puis ils font des choses extraordinaires dans le marché qu'ils ont, là, honnêtement. Comme là, ça, c'est une mère là, qui a eu ses petits ce matin. La barrière est barrée parce que quand ils mettent bas, on ferme la barrière pour pas que la mère écrase les petits. Contrairement ici, tu vois, les porcelets sont plus vieux. Fait qu'ici, la mère, tu vois, on a ouvert les barreaux, puis elle a son triangle, mais les porcelets ont des esquivateurs un peu tout autour du parc, puis ils peuvent se cacher puis avoir leur endroit pour aller se coucher. Le seul moment où les truies vont être dans une cage, par la suite, ils sont en groupe de 25 dans un autre bâtiment un peu plus loin. Les cochons, s'ils ne sont pas stressés, pour nous, c'est un gros avantage. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le stress diminue le système immunitaire. Nous, en bio, on ne peut pas donner d'antibiotiques. Un porc qui est stressé, souvent, va prendre plus de maladies, va avoir un système immunitaire plus faible. Tandis que nous, les animaux sont bien. Ça nous aide beaucoup dans un contexte d'élevage biologique pour ne pas être obligé de donner d'antibiotiques ou quoi que ce soit. Tu sais, les enclos sont juste là avec les monticules en tôle. Donc, ils ont un trou de boue, puis ils vont dans l'enclos. Puis fait que les cochons sortent dehors. À l'extérieur. Seulement, à début juin, ils sont dehors. Mais là, cette année, c'est un peu exceptionnel. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses? La santé, tu sais, je veux dire, moi, je ne sais pas si je vais avoir encore des projets, des gros projets, que les gens viennent nous voir, que la famille fonctionne bien, puis c'est ça. Hein, j'en demande pas plus. On ne veut pas non plus grossir beaucoup plus qu'on est là. Je pense qu'on a atteint un niveau qui est vraiment intéressant pour nous. On est en équilibre entre la production et la transformation. Mais là, on voulait se faire vraiment plaisir pour donner un peu une récompense à nos consommateurs qui viennent pour nous voir. Tu sais, quand le consommateur comprend bien toute l'histoire et le travail qu'il y a derrière, je pense que c'est moins pénible de l'acheter, en fait. Parce que quand on l'explique aux gens, les gens, ils comprennent bien pourquoi, en fait, il est plus cher, pourquoi ils goûtent ça. Puis, tu sais, en passant, oui, je suis bio, mais il y a beaucoup de gens qui m'achètent
pas nécessairement parce que je suis bio, ils m'achètent parce qu'ils adorent le produit. Tu sais. Non, pourquoi tu es bio? Bien, en fait, c'est ma conviction personnelle. Ça, tu sais, je ne pourrais pas faire de l'agriculture, me mettre un masque pour travailler dans mes champs puis arroser des pesticides. Moi, c'est pas mon trip, là. Donc, tu sais, j'ai déjà fait une vidéo puis je disais que quand j'étais jeune, je buvais dans un ruisseau qui était dans la montagne. Bien, je suis encore capable de boire dans le même ruisseau puis j'ai 60 ans puis je veux que mes enfants, ils boivent aussi dans le même ruisseau puis mes petits-enfants, tu sais. Fait que ça a beaucoup d'importance pour moi. Fait que, tu sais, faire de l'agriculture puis tout négliger alentour pour les générations, je pense pas que ça vaut la peine, tu sais. C'est juste ça le message qu'on essaye de porter. On a repris beaucoup de terre dans Charlevoix qui était abandonnée, qui avait de la roche. On a travaillé très fort. Puis là, bien, on contribue aussi à modeler le paysage parce que Charlevoix sans agriculture, oui, les touristes, des fois, on met du fumier, ça sent pas trop bon, mais sans agriculture, c'est plus Charlevoix, là. Que des arbres, que des zones, pas de céréales jaunes l'automne, pas de champs bruns le printemps, ça change tout le décor. Fait que ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur, là, vraiment. Si je peux avoir réalisé ça dans ma vie, ça va être correct. Merci, Damien, de le faire. Merci à toute ta famille. Merci. Longue vie. Je peux pas faire toute cette visite-là puis pas rapporter des charcuteries à la maison, là.